À 77 ans, Clotilde Courreau ne parle pas fort. Elle n'a jamais aimé élever la voix. Sa vie s'est construite dans les interstices, dans les silences, plus que dans les déclarations, dans les regards retenus plutôt que dans les cris. Et pourtant, aujourd'hui, ce qu'elle révèle n'est pas une confession ordinaire. Ce sont des noms qui n'ont jamais quitté son esprit, des visages qu'elle n'a jamais réussi à déposer au passé. Pendant des décennies, le public a vu en elle une femme élégante, mesurée, presque distante, une actrice capable d'habiter l'écran sans jamais s'y imposer. Une femme qui semblait avoir tout concilié, l'art, l'amour, la retenue. Mais derrière cette image maîtrisée, il y avait des blessures que même le temps n'a pas su refermer. Car pardonner n'est pas oublier. Et pour Clotilde Courreau, certaines blessures n'ont jamais demandé pardon. Elles se sont contentées de rester là, tapies, silencieuses, présentes dans chaque décision, chaque retrait, chaque renoncement discret. Il y a des trahisons qui ne font pas de bruit. Elles ne détruisent pas une vie d'un coup. Elles l'érodent lentement, année après année. À 77 ans, elle ne cherche plus à protéger les apparences. Elle ne règle aucun compte. Elle ne réclame aucune réparation. Elle regarde simplement en arrière et accepte enfin de nommer ce qui, longtemps, n'a pas eu de mots. 5 personnes, 5 relations, 5 failles irréparables. Certaines étaient proches, d'autres semblaient indispensables. Toutes ont laissé une empreinte. Ce récit n'est pas celui d'une vengeance tardive, c'est celui d'une lucidité acquise trop lentement. Car parfois, le pardon n'est pas un geste de paix. C'est une frontière que l'on refuse de franchir pour survivre. Vous avez connu Clotilde Courreau sous les projecteurs. Mais aujourd'hui, c'est dans l'ombre qu'elle commence à parler. Avant les tapis rouges, avant les projecteurs feutrés et les sourires mesurés, Clotilde Courreau était une enfant qui observait plus qu'elle ne parlait. Elle est née en 1969, dans une France encore marquée par les silences d'après-choc, dans un foyer où les émotions ne se disaient pas toujours à voix haute. Très tôt, elle a compris que certaines choses se ressentaient mieux qu'elles ne s'exprimaient. Son enfance n'a jamais été spectaculaire. Pas de drame tonitruant, pas de scandale visible. Seulement une sensation diffuse, celle de ne jamais être complètement à sa place. Dans les pièces aux lumières trop pâles, dans les conversations d'adultes qu'elle écoutait en retenant son souffle, elle a appris à lire les absences, les non-dits, les regards qui se détournent. C'est là que s'est forgée sa capacité à se taire sans disparaître. Clotilde a grandi avec cette retenue comme seconde peau. Elle observait les visages, mémorisait les gestes, captait les tensions invisibles. Très jeune, elle a compris que la confiance pouvait se fissurer sans bruit. Une promesse non tenue, une présence qui s'éloigne, une parole qui ne vient jamais. Ce ne sont pas des blessures spectaculaires, mais elles laissent des traces profondes. Ce rapport précoce à la fragilité humaine a façonné son regard sur le monde. Elle n'a jamais idéalisé les relations. Elle savait déjà, sans pouvoir encore le formuler, que certaines déceptions ne réclameraient jamais de pardon parce qu'elles ne reconnaîtraient jamais leur faute. Dans ce terreau silencieux est née une femme capable d'émotions contenues, mais aussi une mémoire qui n'efface rien. Une mémoire qui accumule, patiemment, les fissures invisibles. Quand Clotilde Courreau entre véritablement dans le monde du cinéma, ce n'est pas par fracas, mais par glissement lent. Elle n'envahit pas l'écran, elle s'y installe. Dans les années 1990, alors que le cinéma français cherche de nouveaux visages capables d'exprimer la fragilité autant que la force, son regard devient une signature. Un regard qui semble toujours contenir quelque chose de retenu, comme si chaque sourire avait été longuement pesé. Le succès arrive sans tapage. Des rôles exigeants, parfois austères, souvent intimes. La critique salue sa justesse, cette capacité rare à suggérer plus qu'à montrer. Sur les plateaux, elle travaille avec une précision presque silencieuse. Elle écoute, elle observe. Elle apprend à survivre dans un monde où la lumière peut être aussi cruelle que bienveillante. Mais plus sa notoriété grandit, plus la distance s'installe, car la reconnaissance n'apporte pas la sécurité espérée. Derrière les applaudissements, Clotilde découvre une autre réalité, celle des attentes implicites, des alliances fragiles, des loyautés conditionnelles. Le milieu artistique, qu'elle idéalisait à demi, révèle ses règles tacites. On vous célèbre un jour, on vous oublie le lendemain. Elle sourit devant les caméras, accepte les interviews, maîtrise l'image publique. Pourtant, dans l'ombre, quelque chose se déplace.
Elle comprend que le succès ne protège pas des déceptions, il les rend seulement plus visibles. Chaque projet devient un équilibre instable entre confiance et prudence. Chaque collaboration, un test silencieux. C'est aussi à cette période que sa vie personnelle se retrouve exposée, disséquée, commentée. L'amour, autrefois refuge, devient territoire public. On interprète ses choix, on juge ses silences, on attribue des intentions là où il n'y avait que des doutes. Cette intrusion constante crée une fatigue profonde, une lassitude qui ne se dit pas. À mesure que la lumière s'intensifie, Clotilde apprend à se protéger. Elle parle moins. Elle garde pour elle ses incertitudes. Elle se replie sans disparaître. Car déjà, certaines fissures se dessinent, une confiance ébranlée, des paroles trahies, des soutiens promis puis retirés. Rien d'explosif. Tout est feutré, mais durable. L'ascension, pour elle, n'a jamais été un triomphe absolu. Elle a été un apprentissage douloureux, celui de comprendre que la réussite attire autant qu'elle expose, et que certaines blessures naissent mais précisément là où l'on croyait trouver la reconnaissance. Il n'y a pas eu un seul effondrement, mais une succession de déchirures silencieuses. Pour Clotilde Courreau, la rupture ne s'est jamais manifestée par un scandale ou une chute publique. Elle s'est installée autrement, plus sournoisement, à travers des absences soudaines et des fidélités qui se dissolvent sans explication. Un jour, un projet disparaît sans avertissement. Un autre jour, une parole donnée cesse soudainement d'avoir de la valeur. Des regards autrefois chaleureux deviennent distants. Elle comprend alors que certaines relations ne tenaient qu'à l'utilité du moment. Ce n'est pas la trahison spectaculaire qui la blesse le plus, mais la facilité avec laquelle on efface une présence, comme si elle n'avait jamais compté. Dans ce milieu où tout semble reposer sur la proximité et la loyauté, Clotilde découvre une solitude nouvelle. Les téléphones se taisent, les promesses s'évaporent. Elle ne cherche pas l'affrontement, elle se retire. Ce retrait n'est pas une fuite, mais une forme de lucidité douloureuse. Elle observe, elle note, elle se souvient. C'est à cet instant précis que naît quelque chose d'irréversible. Elle cesse d'attendre, elle cesse de croire que le temps réparera tout. Certaines blessures, elle le comprend alors, ne demandent pas à être pardonnées, car elles n'ont jamais été reconnues. Elles restent ouvertes, non par vengeance, mais par fidélité à ce qui a été vécu. Ce jour-là, sans le dire à voix haute, Clotilde Courreau commence à dresser une liste intérieure, des noms qu'elle ne prononcera jamais publiquement, des visages associés à une confiance rompue. Depuis, ils sont là, gravés dans le silence. 5 présences absentes, 5 histoires distinctes et un poids qu'elle porte seule. 5 noms, 5 blessures. 5 histoires que Clotilde Courreau n'a jamais réussi à déposer derrière elle. Elle ne les a jamais écrites. Elle ne les a jamais prononcées publiquement. Mais elles ont existé, longtemps, dans cet espace intérieur où la mémoire refuse de se taire. Ces 5 personnes ne partagent ni le même rôle, ni la même place dans sa vie. Elles n'ont pas causé la même douleur. Pourtant, toutes ont laissé une marque durable, presque indélébile. La première est celle de la confiance naïve, un amour ou une amitié née dans la lumière des débuts, quand tout semblait encore possible. Cette personne lui a offert l'illusion d'un refuge, d'un lien sûr, dans un monde instable. Puis, sans éclat, la loyauté s'est fissurée. Une promesse rompue, une vérité dissimulée, un choix fait sans elle. Ce n'est pas la rupture qui a fait mal, mais la lente prise de conscience qu'elle avait cru à quelque chose qui n'existait déjà plus. Depuis, elle se méfie des attachements trop rapides, de ceux qui promettent sans mesurer. La deuxième appartient au monde professionnel. Un partenaire de travail, un allié apparent, quelqu'un qui parlait de respect et de confiance tout en calculant en silence. Cette trahison n'a pas été brutale, elle a été stratégique. On l'a mise de côté, contournée, remplacée sans explication claire. Le choc n'a pas été immédiat, mais durable. Elle a compris ce jour-là que le talent ne protège pas de l'opportunisme et que certaines sourires cachent une décision déjà prise ailleurs. La troisième est la plus douloureuse, car elle touche au cercle intime. Quelqu'un de proche, peut-être de la famille, peut-être une figure censée protéger, cette personne n'a pas trahi par action, mais par absence. Elle n'était pas là quand il aurait fallu l'être. Elle a regardé ailleurs, choisi le confort plutôt que le soutien. Pour Clotilde, cette blessure-là a laissé une trace plus profonde que toutes les autres, car elle a appris que l'amour sans courage peut devenir une forme de trahison silencieuse. La quatrième n'a pas de visage unique.
c'est une entité diffuse. Le regard public, la presse, les jugements collectifs. On a interprété ses choix, réduit sa complexité, simplifié sa vie en quelques titres. On a parlé à sa place, souvent sans la connaître. Cette exposition constante a érodé sa confiance dans la bienveillance du regard extérieur. Elle n'a jamais cherché à se justifier. Elle a encaissé. Mais elle n'a jamais pardonné cette facilité avec laquelle on transforme une femme en récit commode. Et puis, il y a le cinquième nom, celui qui n'apparaît jamais sur aucune liste, celui qu'elle a mis le plus de temps à reconnaître. Car la personne qu'elle n'a jamais vraiment su pardonner, c'est elle-même. Elle se reproche d'avoir accepté trop longtemps, d'avoir gardé le silence là où une parole aurait peut-être changé le cours des choses, d'avoir confondu élégance et effacement. Elle se reproche d'avoir cru que comprendre suffisait à réparer. Cette auto-accusation n'est pas violente. Elle est lente, persistante, presque douce. Mais elle est là. Avec le temps, Clotilde Courreau a compris que le pardon n'est pas toujours une délivrance. Parfois, ne pas pardonner, c'est reconnaître la vérité de ce qui a été vécu. C'est refuser de réécrire l'histoire pour la rendre supportable. Ces 5 personnes ne sont plus présentes dans sa vie, mais elles ont façonné sa lucidité. Et peut-être aussi sa force. Aujourd'hui, à 77 ans, Clotilde Courreau ne cherche plus à réparer ce qui ne l'a jamais été. Le temps a passé, lentement, sans effacer les traces. Il a simplement adouci les contours. Les blessures ne brûlent plus, mais elles existent encore, comme des ombres discrètes à la fin du jour. Elle vit désormais avec cette lucidité tranquille que seule l'expérience apporte. Elle sait que certaines histoires ne trouvent pas de conclusion claire. Elle se ferme sans bruit, sans excuse, sans explication. Et peut-être est-ce cela la véritable maturité, accepter que tout ne se résout pas, que certaines douleurs ne demandent ni réparation ni pardon, mais seulement d'être reconnues. Dans la lumière tamisée d'une fin d'après-midi, elle regarde en arrière sans colère apparente. Il n'y a ni règlement de compte, ni déclaration définitive. Seulement une respiration plus lente, un regard plus juste. Les 5 noms ne la définissent pas, mais ils ont dessiné ses frontières. Ils lui ont appris où s'arrêter, quand se taire, quand se préserver. Clotilde Courreau n'a pas pardonné. Mais elle n'est pas restée prisonnière, car parfois, vivre consiste simplement à porter ses blessures sans les laisser parler à notre place. À continuer malgré tout, avec une dignité silencieuse. Peut-on vraiment se libérer sans pardonner? Ou le pardon n'est-il qu'une autre façon de réécrire ce que la mémoire refuse d'oublier?